qui s'est construit surtout depuis Berlin. Donc, qui a une structure centrale, qui a développé des solutions technologiques et logistiques centralisées. Donc, chaque solution est scalable. Chaque chose que je crée doit être applicable dans tous les pays. Sauf qu'à un certain moment, vous arrivez à un plafond de verre. C'est-à-dire que avoir une seule solution pour tout le monde, ça fonctionne jusqu'à un certain point. Et donc, en 2021, quand ils m'ont contacté, ils étaient en train de créer une direction par marché, une direction marché, avec 5 régions distinctes pour pouvoir adresser les consommateurs de manière locale. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Nous sommes début janvier, cet épisode est le premier de 2024 à être enregistré. Il m'apparaît donc de circonstance de vous souhaiter la meilleure année à venir, l'occasion pour moi aussi de vous remercier pour votre fidélité. Pour la reprise, nous allons parler du marché de la mode, selon la FEVAD. En 2022, il pèse plus de 4 milliards d'euros en ligne en France, soit un peu plus de 15% du marché vestimentaire national. L'impact environnemental de la mode et de sa consommation de vêtements est un sujet de préoccupation, non seulement de la part des consommateurs, mais également de la part de tous les acteurs du secteur. Pour en parler, entre autres, j'ai le grand plaisir de recevoir Laura Toledano, DG de Zalando France, UK et Irlande. Avec elle, nous allons échanger sur le marché de la mode vestimentaire. Laura se trouve à un poste d'observation unique pour nous partager sa vision, ou pour le dire autrement, comment l'offre et la demande se rencontrent-elles aujourd'hui? Comment les marques répondent-elles aux attentes des consommateurs? Nous poursuivrons sur la proposition de valeur de Zalando. Tout le monde connaît la plateforme d'origine allemande. Pour rappel, en 2022, elle réalise près de 15 milliards d'euros de volume d'affaires en Europe. Mais je pense qu'il est toujours intéressant de faire un focus sur ses singularités. Nous nous intéresserons également aux projets de développement interne. J'évoquais les sujets RSE, nous pourrons ajouter ceux technologiques, évidemment, l'IA, mais pas seulement. Enfin, nous aborderons le sujet central, celui qui préoccupe tout vendeur, celui de la relation client. Comment Zalando traite les aspects CRM, data, acquisition, fidélisation ou encore les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, Laura, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors tout d'abord, bonjour à tous, bonjour à toi, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast, ravi. C'est également une de mes premières réunions de l'année, donc ouais. C'est toujours bien de commencer ainsi. Donc moi, pour me présenter rapidement, donc Laura Toledano, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je viens d'une famille de 4 sœurs. C'est toujours important, je trouve que le perso guide aussi beaucoup nos décisions et donc c'est toujours important de le préciser. Donc moi, j'ai commencé assez simplement, j'ai fait une école de commerce parce que à 18 ans, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire et donc l'école de commerce me paraissait le plus ouvert. Sauf qu'après plusieurs années de classe préparatoire, arrivée dans une bonne école, donc j'ai fait l'ESSEC, j'étais fière,
j'ai été extrêmement déçue. Parce que finalement, on arrive en école de commerce, on s'attend un peu au Graal, et on vous présente soit la branche finance, soit la branche marketing. Et à 20 ans, ça veut pas dire grand-chose, c'est pas très concret. Or, moi, je suis quelqu'un de terrain, je suis quelqu'un de concret, j'aime bien comprendre ce que je fais. Et donc, entre la finance et le marketing, tout me paraissait un peu abstrait. Et donc, je me suis rapprochée plutôt de l'immobilier commercial. Là, pour moi, c'était clair. Il y avait des immeubles, des centres commerciaux. Comment t'as fait pour te rapprocher de ça? En fait, tu t'es rapproché durant tes études ou tu as... Durant les études. Je suis tombée par hasard sur un cours, parce qu'à l'ESSEC, on choisit ses cours, c'est tous les 6 mois, ça change. Ouais. Et je suis tombée sur des cours d'immobilier commercial. Je crois que c'était un ami qui suivait ce cours-là, donc je me suis inscrite avec lui. On suit beaucoup quand on est en école de commerce. Et donc, je l'ai suivi. Et puis, en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Mais j'ai trouvé ça intéressant pourquoi ? Parce que le cours était dispensé par un professionnel qui venait raconter sa vie. Et donc, du coup, ça m'a paru concret. Ouais. Quand les cours de marketing, on vous parle des 4P, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne comprend pas l'application directe, en fait. Ça, t'as attendu quoi, 1 an, 2 ans d'école ? Fin de première année. Fin de première année. Fin de première année, parce que j'avais pour objectif de faire ce qu'on appelle l'apprentissage, et donc d'alterner entre les cours et la vie pro, tout simplement parce que ça payait mes études et que j'étais ravie de pouvoir aider mes parents. Je vais vraiment dire à ma fille d'écouter ce podcast. Voilà. Donc la première année, c'est mes parents qu'on payait, et à partir de la deuxième, il fallait que je trouve un apprentissage pour pouvoir simplement payer les études. Mais je ne savais pas dans quoi chercher. Donc la première année, c'était vraiment, il faut que je trouve un petit peu mon orientation pour pouvoir postuler au bon endroit. Et donc j'ai découvert ce cours, je crois que c'était au 2e trimestre, que j'ai beaucoup apprécié, et parce que concret, parce qu'on parlait de centres commerciaux, on parlait d'une animation marketing d'un centre commercial, on parlait de trouver les bonnes enseignes à mettre pour répondre finalement à un environnement, etc. Et puis, je trouvais ça un peu technique aussi, parce que l'immobilier commercial, il y a une partie financière qui est intéressante, mais qui est appliquée à du commerce. Et je crois que j'ai quand même une âme de commerçante. Voilà, moi, je viens d'une famille de commerçants. Mes grands-parents étaient commerçants. Ils ont commencé dans les marchés de Levallois après la guerre, et puis ils ont ouvert leur boutique avenue de Clichy. Voilà, donc moi, étant enfant, ma mère, elle avait sa pharmacie. Elle me déposait chez ses parents dans la boutique. J'étais dans l'arrière-boutique, je faisais mes devoirs, et j'écoutais ma grand-mère et mon grand-père vendre des habits. Voilà. Okay. Donc, je pense que j'ai toujours eu un peu cette sensibilité commerçante. Donc, je me suis dirigée là-dessus. J'ai fait du coup mon apprentissage chez Unibail-Rodamco. Donc, assez logique, le leader de l'immobilier commercial. Donc, j'y ai fait mes armes. J'y ai beaucoup appris, puisque c'est une entreprise qui est quand même très exigeante. Son défaut, à mon sens, en tout cas, de ma perspective de jeune... Tu rentres là, juste pour remettre les choses dans le contexte ou dans la chronologie, on est à quelle époque, à quelle date quand tu rentres chez Unibail ? On est en 2006. 2006. Voilà, okay. 2006. Donc du coup, je rentre chez Unibail. Donc j'alterne 6 mois à chaque fois d'études, 6 mois chez Unibail. Je change de mission à chaque fois. J'ai commencé d'abord, étonnamment, pas dans le commerce, mais dans l'immobilier de bureau. Parce que c'est la partie un peu plus technique, plus financière. Du coup, on dit toujours que c'est bien de passer par là pour bien apprendre les techniques de l'immobilier. Puis après, j'ai évolué sur les centres commerciaux. Je suis restée dans la partie centres commerciaux. Et mon rôle, c'était d'être j'avais un portefeuille d'actifs. Donc, j'étais gestionnaire de centres commerciaux. Donc, j'avais 3 actifs. Donc, j'avais, par exemple, le centre commercial Mériadec à Bordeaux. J'avais le centre Alma qui était à Rennes. Et j'avais le Palais des Congrès à Paris qui venait d'être acheté par le groupe. Et notre objectif, nous, on est un peu les chefs de projet. Donc, on est là pour dire, voilà l'identité, la nouvelle identité du centre, voilà ses valeurs, voilà la grande thématique, et comment est-ce qu'on fait pour que le marketing suive cette thématique, pour que les enseignes qui joignent suivent cette thématique. Donc par exemple, si on dit Alma à Rennes, la thématique c'est grand hôtel. Quand vous dites grand hôtel, ça veut dire plein de choses. En termes de positionnement marketing, en termes de prise de parole auprès du consommateur, en termes d'enseignes qu'il faut faire venir. Donc, tout est lié à finalement une stratégie marketing qu'on définit tous ensemble. Et donc, nous, notre rôle en tant que gestionnaire d'actifs, c'est faire en sorte que cette stratégie, elle prenne place et que le centre commercial roule et performe. Tu n'es même pas diplômé, que déjà, tu as un rôle hyper concret avec des décisions qui se réalisent sur le terrain. J'imagine que tu as dû te déplacer dans ces champs, parce que tu ne peux pas faire ça de Paris pour des centres locaux. Il faut aller sur place. Tout à fait. J'étais très très souvent, surtout à Bordeaux, parce que au moment où je travaillais du coup chez Unibail,
c'était le centre où on avait le plus de projets, plus d'investissements, et il y avait le plus de transformations aussi à ce moment-là, même dans la ville de Bordeaux. Donc on a même fait un rendez-vous avec Alain Juppé. Pour moi, c'était incroyable. Je préparais le rendez-vous. Je me rappelle, j'avais préparé tous les documents, tous les articles qui étaient intéressants, qui pouvaient participer un peu au lobbying qu'on devait faire en tant qu'Unibail auprès du maire, etc. Donc voilà, c'était passionnant, et ça a un peu marqué le début de toute mon orientation, c'est-à-dire c'est 360. C'était une expérience 360. C'est pas uniquement une expérience financière, marketing ou opérationnelle. J'avais de tout, partout, tout le temps. Et j'aime être là-dedans. Je suis de nature assez curieuse. Je m'intéresse à tout. Je sais aussi qu'on peut pas être expert de tout, donc il faut aussi savoir bien s'entourer. Mais j'ai cette approche 360 et j'aime bien ce qu'on dit connecting the dots. On le dit souvent aujourd'hui chez Zalando. C'est faire en sorte de bien comprendre comment un PNL fonctionne et toutes les lignes de ce PNL, comment finalement elles interagissent entre elles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a guidé un peu tout mon parcours. On en parlera, mais voilà. Donc Unibail Rodamco, super formateur. En revanche, avec pour moi, à cette époque, cette contrainte on avait tous le même profil. On venait tous d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingé, les plus prestigieuses, mais on avait du coup fait tous la même chose. Donc on avait les mêmes parcours, les mêmes idées, la même façon de voir les choses, et du coup c'était un peu plat. Je trouvais que ça manquait de créativité, d'innovation. Moi j'avais d'autres aspirations et j'ai l'impression que c'était difficile. Tu avais déjà réussi à les formaliser, ces aspirations? Alors c'est aujourd'hui que tu es capable de le dire? C'est aujourd'hui parce qu'à l'époque, je pense que je manquais de confiance en moi et que du coup, au final, être qu'avec des gens qui se ressemblent, vous avez l'impression d'être tout le temps en compétition. Donc c'était un feeling. Aujourd'hui, tu arrives à le formaliser comme ça, mais tu avais un feeling que tu voulais être autre part. Tu sentais que tu voulais être autre part. Et cette autre part, ça t'a amené où? Alors, cette autre part m'a amené chez Monoprix. Puisque, à l'époque... Juste diplômée ou t'as fini ta j'ai commencé un peu chez Unibail. Et puis après, assez rapidement, j'ai cherché à bouger. Et chez Monoprix, tu arrives en quelle année, grosso modo? Alors, du coup, j'arrive en 2009. Okay. En 2009. Et alors, pourquoi Monoprix? Tout simplement, la personne qui m'a recruté chez Unibail partait là-bas en tant que directeur finance et développement. Donc, Stéphane Macaire. Il arrive chez Unibail, chez Monoprix, pardon. Ouais. Je le contacte en disant, écoute, j'adore Monoprix. Et c'est vrai que n'importe quel Parisien, moi je suis parisienne, adore Monoprix. Il y a un affect avec cette enseigne. Alors, c'est surtout vrai chez les femmes. Ah bon? Non, mais je vais te convaincre. J'y suis encore tous les jours. Moi aussi. Voilà. Donc, je lui dis, voilà, je suis intéressée par l'enseigne. Si tu vois une opportunité, n'hésite pas à me contacter. Il me dit, écoute, j'ai ma responsable du développement qui part faire du théâtre pendant 1 an. On cherche quelqu'un pour la remplacer. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, bien sûr. Et puis je suis arrivée comme ça. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui me laisse aussi énormément guider par mon cœur. C'est-à-dire que j'ai jamais eu, si vous me posez la question, qu'est-ce que tu feras dans 10 ans? Oui, je peux réfléchir et je peux formuler une réponse. Mais j'ai toujours eu tendance quand même à suivre mon instinct. Et ce qui me fait plaisir. Et de me dire, à partir du moment où j'apprends et que je suis excitée par l'idée, c'est que ça suffit. Voilà. Donc du coup, j'y suis allée. Et c'était hyper intéressant parce qu'à l'époque, Monoprix, c'était surtout des grandes enseignes. Et c'était au tout début du développement des petites enseignes, des petits formats. Les Monop, je crois qu'il y en avait que 50 en France. Il y avait 2 Beauty Monop. Les Deli, il y en avait peut-être 10. Et donc, moi, mon rôle principal, il était divisé en 2 parties. La première, c'était d'établir un plan de développement. C'est-à-dire, quelle est notre capacité de développement dans chacune des grandes villes en France? Donc, j'ai sillonné la France pendant 1 an et dire, Rennes, Reims, Rouen, Lyon, Marseille. C'est identifier les lieux? Alors, c'était identifier le nombre de magasins par enseigne qu'on pouvait ouvrir. Dire, à Marseille. Par enseigne? Monoprix, Monop Daily, Monop Beauty, etc. Quelle était la capacité? Donc, c'était aussi identifier les axes commerçants principaux et dire, OK, est-ce que là, j'ai une capacité de développement? Il y a une notion géographique d'ouverture des lieux. Et de zones de chalandise, etc. Donc, il y avait vraiment tout un travail. D'ailleurs, j'avais mis en place un petit algo de travail pour bien comprendre les zones de chalandise, comment elles étaient construites, jusqu'où on pouvait aller, etc. Mais il y a beaucoup d'intelligence commerciale quand même. Par exemple, on peut avoir une boutique qui est placée dans une rue qui fait partie d'une zone de chalandise intéressante, mais si finalement elle n'est pas dans le flux, parce que la bouche de métro elle tombe à côté. C'est un commerce de flux quand même. Exactement. On a beau adorer Monoprix, si vous avez un Franprix en bas de chez vous, vous allez chez Franprix. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même comprendre, qu'il faut cerner, donc il faut passer du temps. Donc je me souviens que je passais parfois des après-midi dans des cafés à côté d'emplacements pour voir finalement où les gens allaient, pour comprendre un petit peu comment le quartier circulait. Donc, le premier, c'était le plan de développement. La deuxième partie, c'était justement être capable de valider un emplacement. Donc, j'avais des développeurs commerciaux. Donc, c'est vraiment les agents immobiliers commerciaux qui venaient à me dire, Laura, on a trouvé ce pied de porte.
est-ce que tu peux aller le visiter ? Est-ce que tu peux voir son emplacement et nous donner un chiffre d'affaires prévisionnel sur 3 ans ? Comment on fait ça ? Alors ça, on le fait justement en se basant sur la zone de chalandise. Donc on compte le nombre. Donc moi, la personne que je remplaçais comptait à la main, avec des données INSEE, à la main le nombre d'habitants autour. Et puis moi, j'avais réussi à l'automatiser avec Google, etc. Et là, t'as quoi ? Est-ce que t'as des logiciels spéciaux ou est-ce que c'est des feuilles Excel à multiples entrées qui te permettent d'arriver Alors à l'époque, c'était vraiment de l'Excel, c'était vraiment à la main. Je suis sûre qu'aujourd'hui, ça a été complètement chamboulé. Je le souhaite pour eux, parce que moi-même j'avais réussi un peu à automatiser, à le mettre en fait. Je travaillais mes zones de chalandise grâce à Google Maps, et du coup ce qui me permettait de compter beaucoup plus rapidement, d'additionner. Bon, voilà, donc on pouvait d'ores et déjà améliorer, mais à l'époque c'était quand même très manuel. Donc vous identifiez une zone de chalandise, tu dois après regarder tous les concurrents, parce qu'avoir un concurrent c'est pas la même chose. Enfin, chaque concurrent est différent en fonction de sa surface, en fonction de l'enseigne, en fonction de la qualité de son offre. Est-ce que c'est un concurrent direct ou indirect de Monoprix, etc. Donc il y avait quand même tout un travail de fond. Et puis après, c'est des hypothèses qu'on prend sur la conversion, sur du panier moyen. Ça te nécessite un travail long de faire ça ou pas ? Alors, les premiers temps, oui, parce que vraiment, j'étais vraiment novice. Ouais. Et puis après, on apprend assez vite. Et puis finalement, il faut surtout bien connaître la ville. Donc j'ai beaucoup passé du temps dans les villes pour bien comprendre les quartiers, les flux, etc. Mais en tout cas, moi, à chaque emplacement qu'on me demandait, j'y passais au moins une après-midi. À me poser et regarder comment ça fonctionnait, à tourner autour du quartier, à demander aux habitants c'est quoi votre point de restauration le plus proche, c'est quoi votre supermarché, donc grâce etc. à ton travail chez Monoprix, quand tu arrives avec ces 2 missions qui sont là, c'est derrière l'ouverture du point de vente. Alors oui, en fait, l'étape juste après, donc moi j'arrive avec un chiffre d'affaires prévisionnel sur 3 ans, ce qui permet de faire tourner un petit ROI de l'emplacement, ça qui est donné qui est fait du coup par les équipes finance et opérationnelles, les équipes, les directeurs de magasins, enfin l'équipe régionale en fait. Et ensuite on passe en Comex. Donc moi, toute jeune quand même, je passe en Comex et je présente le lieu. Ouais. Et donc parfois, j'ai mes collègues qui sont pas contents parce qu'ils ont trouvé cet emplacement, eux ils y croient dur comme fer. Moi je dis, je suis désolée, mais quand on fait les calculs et quand on regarde, le chiffre que je peux te donner, c'est que celui-ci. Et donc parfois j'étais challengée par le DG, je pouvais être challengée aussi par le directeur des magasins en disant pourquoi, explique-nous. Est-ce que tu as retenu s'il y avait eu un exemple où tu étais convaincu initialement que c'était pas possible, on t'a challengé, tu as rebossé ton truc pour finalement changer ton point de vue? Alors, ça a dû arriver, honnêtement, j'ai pas l'exemple en tête, mais ça a dû arriver, et quand, par exemple, tout le monde était certain que l'emplacement était un bon emplacement, alors on faisait en sorte de l'ouvrir. C'est-à-dire que c'est pas moi, Laura, non plus, qui bloquait tout. On travaillait en bonne intelligence, donc moi, j'arrivais avec des données. Après, on pouvait le faire, mais non, j'ai pas d'exemple en tête, honnêtement. Ça a dû arriver. Et ça a dû arriver. Mais tout comme le sens inverse a dû arriver, c'est-à-dire que les gens arrivaient en disant non mais c'est un emplacement pourri, et je prouvais par A plus B que non, c'était pas si nul que ça, parce que voilà, il y avait une nouvelle dynamique, ou parce qu'il y avait un projet qui était mené par la mairie. Donc il y avait aussi tout ce travail d'urbanisme qui était intéressant, c'est que j'avais parfois des rendez-vous en mairie pour comprendre, par exemple, des nouveaux centres commerciaux qui s'ouvraient, et qui allaient créer des nouvelles dynamiques, ou des nouvelles places de marché qui s'ouvraient. Bon voilà, donc passionnant, mais j'ai fait ça pendant 1 an puisque la personne revenait. Donc il fallait trouver autre chose au bout d'1 an. Et j'ai eu de la chance parce qu'on m'a proposé plein de missions intéressantes chez Monoprix, mais moi j'étais un petit peu titillée par le cœur de métier. Et quand je voyais toutes les 2 jeunes filles à la cantine en train de discuter des fringues et la nouvelle collection et des nouvelles matières, des nouvelles couleurs, etc., ça me donnait toujours un peu envie d'aller creuser sur le développement des collections, plutôt non alimentaire. Et donc, du coup, j'ai rejoint la direction non alimentaire auprès de Liliane Rosas, qui est toujours en place aujourd'hui, qui venait d'arriver chez Monoprix et qui avait pour mission de faire en sorte que, de renouveler complètement l'offre non alimentaire chez Monoprix. Quand on dit non alimentaire, vêtements, maison, déco. Vêtements et maison. Ouais. Vêtements, maison, déco, mais il n'y avait pas la beauté. Voilà, donc sa mission, elle dit voilà, moi j'ai énormément de travail à faire dans la reconstruction de la collection, de l'ADN, du style, mais j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui va gérer tous les projets annexes. Des projets annexes, par exemple, que j'ai pu gérer dans cette mission-là, c'est on veut développer davantage l'offre déco. À l'époque, chez Monoprix, donc on était en 2010-2011, c'était surtout de la vaisselle blanche assez basique ou la vaisselle de Noël. Là, il faut ajouter le linge de maison. Là, il fallait être plus dans la mode déco. À l'époque, la déco, c'était le tout début de la déco, la mode de la déco en fait. C'était plus la déco utilitaire ou transactionnelle, on est devenu sur la mode vraiment des collections de décoration. Mais du coup, des collections de décoration, c'est dire il faut construire des nouveaux plans de collection, il faut trouver des nouveaux fournisseurs, il faut être capable d'avoir le style qui suit, il faut être capable d'avoir aussi en magasin le mobilier qui suit, il faut être capable d'avoir la PLV qui suit. Donc en fait, c'est un projet.
à nouveau, 360, et qui demande d'aller voir toutes les personnes de l'entreprise et dire, OK, qui construit le plan de collection, qui va trouver des bons fournisseurs, qui va travailler l'offre, etc., qui va designer le nouveau mobilier de magasin. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Donc, ça, c'est un des projets qui m'a le plus animée. C'est la refonte de l'offre maison loisirs. Là, vraiment, je me suis beaucoup amusée. Et alors là, j'ai été confrontée vraiment à la difficulté de la petite jeunette qui arrive dans une entreprise qui est là. À quel âge, globalement, quand tu fais là, ça? J'ai 25 ans. 25-26 ans, donc je suis quand même assez jeune. Je suis un peu en mode conseil, donc moi j'arrive un peu comme une boîte de conseil qui vient avec son PowerPoint, qui dépasse. C'est ça qu'il faut faire. Bon, forcément, ça ne plaît pas forcément aux gens qui sont là depuis des années, qui ont beaucoup d'expérience et qui m'ont finalement beaucoup appris. Et là, je pense vraiment à la directrice de l'offre déco, qui à l'époque avait eu beaucoup de mal avec moi au début. Elle avait l'impression que j'arrivais avec des idées toutes faites. J'avais dû la convaincre, mais elle m'avait aussi énormément appris. Il fallait que je comprenne aussi comment ça fonctionne. Parce que tous les délais de production, tous les délais de livraison, le client, sa réaction aux nouvelles collections, etc., j'ai dû apprendre. Donc voilà, donc ça c'était un projet... Là, tu as mis le nez aussi dans les sujets de supply chain. Alors oui, pas directement, j'étais pas quand même celle qui gérait, mais plutôt dans les rétro-plannings. J'ai commencé à apprendre qu'est-ce qu'était un rétro-planning de collection. Donc les achats. Les achats et les délais incompressibles aussi de transport, les délais incompressibles de production, les délais incompressibles de labelling, de test aussi. Là, tu rentres plus que jamais par rapport à Unibail et puis après cette expérience d'un an chez Monoprix dans les opérations de retail. Complètement. Là, c'est du développement produit. C'est ça. Là, Complètement. Donc ça, donc le projet Maison Loisirs était quand même un projet passionnant. Un autre projet il y en avait plein eu de petits, mais tu es resté combien de temps en tout chez Monoprix? 9 ans. Dans le groupe, ouais. J'ai également fait un projet où, à l'époque, on ne vendait pas la mode en ligne. On vendait l'alimentaire, mais on ne vendait pas la mode. Mais vendre la mode en ligne, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il faut que les produits soient shootés, ils soient conformes. Or, à l'époque, comment on validait une collection? Le t-shirt, on validait la fiche produit sur un papier, on avait un échantillon de tissu pour valider la qualité, un échantillon pour valider la couleur, mais on n'avait jamais un échantillon conforme. Donc le produit arrivait en magasin comme on l'avait validé. Il y avait bien les prototypes quand même avant. Mais les prototypes qui étaient montés sur des tissus qui n'étaient pas forcément les bonnes couleurs. Donc tu signais un BAT pour un truc qui tu savais pas ce que ça allait donner. En fait, on signait le prototype monté sur la même qualité de tissu, mais ça pouvait être un coloris différent. Puis on validait dans le BAT, on avait un échantillon de la couleur, un échantillon du tissu, et on mettait BAT sur les deux. Et donc c'est ça qui donnait le go pour la production. Or, quand on vend sur Internet, nous, on doit shooter ces produits. Donc, on ne peut pas attendre qu'ils soient en magasin pour aller extraire un produit du magasin et le shooter. Ça n'avait pas de sens. Et donc, il a fallu complètement changer le process en interne d'organisation des bureaux d'achat et de récolte des échantillons. Travailler avec aussi tous nos fournisseurs et leur expliquer que dorénavant, on devait absolument avoir un prototype conforme avant le lancement de la production pour que nous, on puisse, pendant que la production était en train d'être faite, que nous, on puisse également shooter et être on time au moment de la collection en magasin. Voilà, donc c'est ce genre de projet qui étaient des projets finalement de transformation et qu'il fallait qu'on accélère et que j'ai aidé à mettre en place. Tu retiens quoi de tout ça? Parce que quand tu en parles, il y a une énergie qui sort, on comprend que ça a été une passion. Une passion, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin que tu as été passionné par le métier que tu as fait durant ces années-là. On a l'impression à t'écouter que tout était rose, que tout était parfait, que tout s'est bien passé. Raconte-nous là où ça a été le plus difficile et puis en fait globalement, tu repars de ces années Monoprix avec quoi dans la besace? C'est quoi les assets avec lesquels tu continues ton parcours professionnel? Alors... honnêtement, ce qui a été le plus difficile, c'est assez basique, mais c'est la conduite du changement. Monoprix, c'est quand même une vieille dame qui est née en 1932, c'est une très belle marque, qui est beaucoup aimée, qui a beaucoup d'affect, mais qui, comme toute marque, si elle veut perdurer, doit se renouveler. Or, il y a très peu de turnover chez Monoprix, les gens restent longtemps, les gens apprécient, et c'est toujours plus simple de toujours reproduire ce qu'on a toujours fait. Et donc moi, dans cette démarche-là où je venais en tant que gestionnaire de projet pour révolutionner un peu ce qui se passait, la difficulté, c'était de convaincre les gens et d'apprendre aussi à adapter mon mode de communication. Moi, je suis quelqu'un de très direct, très spontané, très passionné aussi. Et donc, du coup, ça peut aussi un peu effrayer. Et surtout, j'étais plus jeune, donc j'avais un peu moins de sensibilité à l'expérience. C'est-à-dire que je comprenais pas que je puisse heurter avec mes nouveaux projets. Pour moi, c'était que du positif. Donc, j'ai dû apprendre aussi à comprendre mieux l'autre, mieux écouter,
Et du coup, adapter ma façon de communiquer, ma façon de gérer le projet. Accepter aussi que ça allait pas toujours aussi vite que je l'aurais aimé, parce qu'il fallait laisser du temps au temps. Et que le temps, c'est important. Et je pense que j'ai appris chez Monoprix la notion de temps long. Je l'ai appris à la fois dans la partie immobilière, où changer les habitudes d'un consommateur, le faire venir dans un nouveau magasin, etc., ça prend du temps. Et ça peut partir en 2 secondes aussi. Donc, c'est cette notion de temps dans la collection, dans les changements des habitudes de nos consommateurs, dans le changement d'habitudes des employés, etc., le temps est important. Et il ne faut pas les négliger. Et on en parlera après. Moi, après, j'ai évolué surtout dans le digital, où là, la notion de temps long est dure. Puisqu'on peut tout changer dans l'instant, on a du mal à garder des stratégies long terme. Et c'est un peu mon rôle aussi de réimplanter à chaque fois la stratégie, remettre le long terme au cœur des réflexions, parce que sinon, on prend des décisions court-termistes qui ne fonctionnent pas. Donc le temps, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai aussi appris la notion de créativité, de collection, puisqu'après, j'ai aussi géré tous les partenariats créateurs, où j'ai invité des marques à faire des collections capsules chez Monoprix, où j'ai tout monté from scratch, où je me suis absolument éclatée. Et là, j'ai vraiment appris que gérer des créatifs, ça peut faire partie de mon CV, je pourrais le rajouter, parce que c'est une compétence. C'est vraiment une compétence à part entière. Il faut comprendre le créatif, il faut comprendre comment ça marche et il faut savoir le traduire d'un point de vue commercial et de le faire de manière diplomate. Donc vraiment, la créativité, l'innovation, elle passe pas uniquement par savoir mêler des couleurs ensemble ou savoir dessiner une jolie robe, etc. Elle passe aussi dans créer des idées, créer du marketing autour de ça, le développer, convaincre les gens, le rendre encore plus beau, puisque ces collections créateurs, après, on est allé les vendre au Palais de Tokyo, on les a vendus chez Colette, on les a vendus dans des pop-up stores, on était les premiers à faire un encaissement iPhone. Voilà. Et donc tout ça, c'est l'innovation qui nous permettra toujours d'aller plus loin, de créer, de générer de la valeur et de ne pas s'endormir. C'est aussi là où finalement tu fais tes armes dans le digital. Alors oui, parce que justement, au retour de mon 2e congé maternité, Liliane me dit, écoute, Casino a racheté un site internet qui s'appelle monshowroom.com, qui est un site qui avait été monté par 2 jeunes femmes marseillaises, qui avaient été très smart à l'époque, puisque... il y avait pas les propres marques n'avaient pas encore leur DTC, donc n'avaient pas leur propre site internet. Et donc du coup, elle s'est dit, nous, on va créer une plateforme où on va acheter toutes les marques qu'on aime. Donc elles ont commencé au début par les marques marseillaises, donc l'American Vintage, les Sessoun, etc. Puis elles ont été beaucoup plus larges, les Baches. Elles avaient un très joli assortiment. Et elles ont créé le premier multimarque en ligne. Donc en 2008, hyper innovante, ça a très bien fonctionné, mais très rapidement, elles se sont confrontées à la concurrence. Au début, elles étaient un peu seules, donc ça a bien marché, elles ont atteint facilement 20-25 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis elles ont vu que les Zalando se montaient, les Amazon grossissaient, qu'on avait des places de tendance qui arrivaient, etc. Les showrooms privés. Les showrooms, les VP, etc. Et sauf qu'elles sont arrivées à un moment où elles se sont dit, donc soit on essaie de se battre, mais du coup, ça veut dire que tout le profit qu'on a généré jusqu'à présent, on va devoir le réinvestir dans la croissance. Et donc, du coup, c'est un risque. Soit on revend l'entreprise et on monte autre chose. Donc, elles ont décidé de vendre l'entreprise à Casino, qui, c'était assez intelligent, puisqu'elles ont fait plein d'autres choses après, elles se sont amusées, il me semble. Et Casino, lui, s'est dit, c'est un site internet, qui sait gérer le digital chez Casino, c'est Discount, donc on va confier le site chez Discount. Sauf qu'on ne gère pas vraiment des télés comme on gère de la mode, ce qui fait que c'était tout le temps en promo, c'était pas du tout la bonne communication. Là, on est en quelle année quand le site arrive chez Casino ? Quand le site arrive chez Casino, on est en 2014-2015. Et moi, je l'ai repris en 2016. Voilà. Donc c'était l'époque d'Emmanuel Grenier. Exactement. Qui est passé derrière ce micro, assis à ta place, il y a quelques semaines. Ah voilà, c'est... Bonjour Emmanuel. Et donc du coup, ça a été assez difficile pour ces discounts de gérer ce site. Et ils ont décidé finalement, c'est pas l'angle digital qui est intéressant, c'est peut-être l'angle de la mode. Qui sait gérer de la mode chez Casino, c'est Monoprix, on le refile à Monoprix. Donc moi, je rentre de mon 2e congé maternité, Liane me dit, j'ai un bébé pour toi. Un autre. Récupère ce site internet, occupe-toi des achats et du marketing et essaye d'en faire quelque chose de différenciant sur le marché. Et donc là, j'ai tout appris sur le digital. Vraiment. Et pour le coup, c'était un site qui était petit, qui était à taille humaine. Et donc, vous devez tout faire. Et vous devez tout comprendre. Donc, c'est la meilleure école possible pour apprendre sur le digital. Que ce soit d'un point de vue achat. Donc, il y avait un panel de 350. Là, tu gères une PME en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. J'avais pas la partie quand même logistique. Bien sûr, je travaillais en étroite collaboration. Mais la partie logistique était gérée à part, avec beaucoup de mutualisation également avec Monoprix. Mais du coup, moi, je gérais vraiment la partie achat.
Donc déjà, se dire, quelles sont nos valeurs. Le sourcing, en donc, fait. Le sourcing. Au début, c'était que de la femme, on l'a étendu à de l'homme, on l'a étendu à de l'enfant. On a aussi ouvert une marketplace. Ça, c'était grâce justement à Cdiscount. Ça faisait partie du deal. OK, on s'en va, mais vous nous construisez une marketplace qui fonctionne pour qu'on puisse ouvrir un peu notre... Donc vous avez repris la techno de... On a repris... Ils ont créé une techno pour nous, parce que sur le site... Les balbutiements de ce qu'allait devenir Octopia. Voilà, exactement. Donc du coup, j'avais la partie sourcing achat, j'avais la partie aussi CRM, la partie créa. Donc par exemple, quand on fait des newsletters, il y a une créa derrière, il y a une ligne conductrice, il y a des... Voilà. Tu avais des équipes, des expertises, bien sûr, des savoir-faire. Bien sûr, on était entre 35 et 40 personnes. Ouais. Voilà, bien sûr, complètement. Mais du coup, j'ai dû tout apprendre, tout comprendre. Ou par exemple, même sur l'animation du site, au début, moi, j'avais pas les bons réflexes. Donc, je me souviens plus, mais on avait un événement commercial qui était autour de... les marques françaises, donc ça devait être les French Days de l'époque, parce que ça n'existait pas, je pense, à l'époque. Je me dis, venez, mettons une jolie bannière avec une image de la France ou de Paris. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que dès les premières secondes, le click-to-rate était en chute libre. Donc, on s'est dit, mince, c'est une mauvaise idée, mais ça, je ne connaissais pas. Donc, j'ai dû apprendre à réagir. Mince, viens, on vérifie. Donc, par exemple, ces données en live, c'était, mais pour moi, une révolution. Quand on vient de chez Monoprix ou descendre un prix, ça prend 3 semaines. Et c'est pas sûr que ça marche dans toutes les caisses. Là, c'était incroyable. On pouvait évoluer, faire les démarques de solde en live. Pour moi, c'était révolutionnaire. Voilà, donc c'était vraiment ce côté, l'instantanéité, du moment. Qu'est-ce qu'on peut changer tout de suite? Comment est-ce qu'on peut apprendre de la data? Tout est basé sur la data, donc on peut tout contrôler, donc on peut prendre des décisions beaucoup plus averties et beaucoup moins basées sur simplement un feeling. Tu as découvert tout ça, tu as aussi pris les commandes d'une entreprise qui avait une histoire en dehors du groupe, qui est passée par Casino, qui est revenue chez Monoprix. C'est quoi l'ambiance à l'intérieur de tout ça? T'as quoi, 30 ans à peine quand tu prends ce poste-là? Comment t'es perçu? Est-ce que c'est simple, pas simple? C'est quoi les enjeux en dehors de l'apprentissage du métier, de la techno, du digital? C'est quoi les enjeux du management auquel tu étais confronté? Alors, ça n'a pas été simple, pour être tout à fait transparente, parce que c'est vrai que j'ai récupéré des équipes qui étaient bien plus expertes que moi. Elles venaient chez Cdiscount majoritairement, ou des gens qui étaient, par exemple, le directeur technique était avec les fondatrices, donc il avait beaucoup plus d'expertise digitale que moi. Donc moi, j'arrive, c'est vrai que j'ai dû tout apprendre. Donc pareil, je pense que c'est toujours cette posture d'humilité. Savoir écouter, savoir comprendre, être capable aussi de bien formaliser son brief. Et je me souviens à un moment donné où les achats étaient un peu en désespoir en disant voilà, on n'a pas d'outils pour prendre nos commandes, mais j'arrête pas de demander un nouvel outil, personne nous le construit, même sur Excel, personne ne comprend rien. Donc j'avais dû prendre les informations des achats et j'avais moi-même construit le brief donc à la personne en charge, et il m'avait remercié d'avoir pris le temps de formuler le problème et d'essayer de dire voilà ce dont on a besoin, comment tu peux nous aider. Et donc moi, j'étais vraiment dans cette approche j'essaie de comprendre les problématiques de chaque direction et d'être un facilitateur. Donc j'ai essayé de me positionner avec un maximum d'humilité pour apprendre, mais avec toujours cette capacité à prendre des décisions. Et je pense que c'est ce qui fait quand même la différence, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Au début, on apprécie quand même les gens qui prennent des décisions et qui disent peut-être qu'on va se tromper, mais on va essayer, on va aller dans cette direction. Et on a beaucoup appris. On se trompé souvent sur des marques, sur des prises de parole, etc. Mais finalement, on a continué à avancer et j'ai toujours essayé d'être ouverte aux expertises. Moi, je suis de ceux, et il y en a beaucoup qui disent vaut mieux s'entourer de gens plus experts que soi. Ce qui compte, c'est d'avoir des experts. Et moi, je suis hyper à l'aise avec ça. J'adore les feedbacks, j'adore discuter, j'adore me challenger, je pense que ça vient aussi de cette historique de peut-être un peu de manque de confiance au départ, donc j'ai toujours besoin qu'on me réassure en disant mais qu'est-ce que t'en penses? Et si on faisait comme ça? Donc j'ai toujours besoin d'être confrontée aux idées des autres. Donc je pense que c'est l'écoute, c'est l'ouverture. Bon, ça n'a pas toujours été simple, on en a perdu au passage, il y a des gens qui sont partis, qui ont évolué ailleurs parce qu'ils n'avaient pas l'impression d'apprendre suffisamment. Les équipes, elles étaient basées entre Marseille, Paris, Bordeaux. Plus personne à Marseille, on avait une partie à Bordeaux, une partie à Paris, puis j'ai procédé au déménagement de toutes les équipes de Bordeaux à Paris. Donc il a fallu convaincre les personnes
de monter à Paris. Certaines ont décidé de rester à Bordeaux, tout simplement. Puis d'autres, on a réussi. Donc, on a dû recréer aussi un espace chez Monoprix, créer une animation de bureau, leur donner envie de venir au bureau, leur donner envie de participer à la vie. Donc, c'était vraiment créer un fun committee, quoi, limite, pour donner envie, pour s'amuser, pour créer du lien. Voilà. En plus, il y avait un peu cette opposition entre les Parisiennes qui étaient les acheteuses, petites Parisiennes un peu typiques, et les Bordelais qui disaient non, pas du tout notre savoir-faire, ils comprennent rien. Donc voilà, il a fallu un petit peu jouer ce rôle de coordinatrice et de fédératrice. Jusqu'à quand tu restes en poste, là ? Jusqu'en 2018. Qu'est-ce qui se passe après ? En 2018, c'est simple, c'était Régis Schultz à l'époque, qui était DG Monoprix. Emblématique patron. Voilà, et on avait un peu deux options pour ce site, parce qu'on avait eu beau tout refaire en termes du UX, du UI, on avait aussi retravaillé toute l'offre, etc. C'était un site qui ne grossissait pas assez vite par rapport à sa structure de coût, parce qu'on n'avait pas assez de clients. On avait réussi à mieux les engager, mais on avait une base membre qui était trop faible. Donc on avait un problème de notoriété qui était majeur. Donc soit on allait investir massivement en digital, soit on rachetait un concurrent pour aller chercher un petit peu sa base membre. Bon, moi, j'étais bien sûr pour investir en digital parce que je croyais beaucoup à notre solution, je croyais beaucoup à notre site. En revanche, chez Casino, même Régis, ils y croyaient un peu moins. Et puis, ils avaient moins l'habitude d'investir dans le digital. À l'époque, c'était investir dans Google, etc. Ils avaient l'impression de jeter un peu l'argent par les fenêtres. Et donc, du coup, on a pris la décision de plutôt racheter un concurrent et a été pris la décision de racheter Sarenza. Et pour moi, c'était une mauvaise décision. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était le même site internet en plus gros avec plus de problèmes. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur la partie sourcing, on travaillait surtout le wholesale. Et je voulais absolument diversifier sur la commission affiliation. Comment ça a dû travailler surtout le wholesale ? C'est-à-dire qu'on achetait les marques en ferme et on gérait le stock. Ok. Sauf qu'à l'époque, on commençait déjà à avoir d'autres modèles plus fructueux, comme le modèle de commission affiliation, qui est un peu un équivalent de marketplace, ce qui permet finalement de moins être responsable du stock et de moins avoir d'inventory à la fin de la saison. Moins d'IMO. Moins d'IMO. Et surtout moins de démarques aussi, parce que c'est pas que de l'IMO, c'est aussi de la démarque aussi toute l'année pour pouvoir donc moins de marge. Donc globalement, et puis il y a aussi des frais de shooting, il y a beaucoup de choses liées au wholesale. Ça peut être très fructueux parce qu'on marge mieux à l'entrée, mais si vous n'avez pas la capacité d'écouler, opérationnels qui sont pas les mêmes. Si on n'a pas la bonne capacité d'écoulement, c'est dur. Et par exemple, Sarenza n'avait pas du tout développé d'autres systèmes que le wholesale. Donc finalement, je me dis mince, j'aurais préféré acheter un concurrent qui m'apporte une compétence ou un channel différent du mien pour diversifier mon risque. Voilà. Et puis, Sarenza avait beaucoup de difficultés à l'étranger, donc c'était un site surtout français, ce qui était la même chose pour mon showroom. Donc voilà, j'avais du mal un petit peu à voir, si bien sûr il y avait le nom qui était important, et la base membre. Et puis, c'était pas un site en très bonne santé financière non plus. Hein. Oui, mais ça, c'est ce qui a permis aussi à Casino de pouvoir le racheter. Oui, enfin, Monoprix. Le racheter. Voilà, bon, passons. Et donc, du coup, bon, moi, à ce moment-là, j'étais pas extrêmement à l'aise. Puis, en plus, j'ai pas eu une super entente avec les fondateurs de l'époque. Quand je les ai rencontrés, qu'on a un peu... Voilà, j'avais vraiment l'impression que c'est Sarenza qui a racheté mon showroom. Et donc, du coup, bon, ça allait pas être fait exactement dans les conditions que moi, je trouvais... intéressante. Et à ce moment-là, VP m'a appelé, donc c'est tombé de manière... À l'époque, c'était encore venteprivé.com. C'est tombé vraiment au bon moment. Ils étaient en pleine restructuration, parce que c'était une entreprise qui s'était montée extrêmement rapidement, un premier site internet en France, business model extrêmement puissant, je pense que tout le monde connaît Vente Privée. Sauf que, justement, quand on grossit extrêmement vite, on grossit parfois de manière un peu silotée. Donc, vous aviez la direction commerciale, direction marketing, direction logistique, et personne ne se parlait. Donc, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était la faute du marketing qui n'avait pas envoyé l'email ou la faute de l'acheteur qui n'avait pas acheté la bonne collection, mais il n'y avait pas de coordination, on manquait un peu d'expertise au sens où, au départ, c'était un site uniquement de mode qui s'était énormément diversifié, et puis tout le monde faisait un peu de tout. Donc, il avait été question de créer des business units, donc des petites entreprises au sein de la grosse, pour créer plus de sectorisation. Donc, bien sûr, si vous avez une business unit prête à porter femme, la personne qui... elle va gérer l'ensemble des problématiques de... Il y a une vraie expertise. Et c'est pas uniquement le commercial, c'est le marketing, la supply, etc. Donc, quand vous envoyez un email sur du prêt-à-porter femme, c'est pas la même chose que d'envoyer un email, par exemple, sur la décoration. Donc, on a créé des business units et on m'a demandé de récupérer une de ces business units. Donc, moi, j'avais accessoires, sport et luxe. Et donc, mon rôle, c'était d'animer une équipe de personnes, 360. Donc, j'avais le commercial, les opérations, la logistique et également le marketing. Et donc, j'avais mon quotidien. Là, en quelle année ?
j'arrive là, donc en 2018, en juillet 2018, et donc avec vraiment cette ambition de complètement changer la façon dont est organisée, j'allais dire Zalando, pardon, dont est organisée vente privée. Donc c'était très nouveau. On venait aussi ça faisait 2 ans que vente privée avait racheté ses concurrents européens, donc Privalia en Espagne, e-boutique du coup dans le Nord. Bon, on avait racheté un peu tout le monde, on était en pleine phase de convergence, donc on était en pleine phase de transformation. Et moi, j'aime bien ces phases de transformation, parce que ça nous permet d'être un peu créatifs, et ça nous permet un peu d'écrire notre propre histoire. Donc, à ce moment-là, moi, j'étais vraiment très active dans réécrire comment était organisée, d'un point de vue RH, l'entreprise, et j'ai trouvé ça passionnant. Et puis cette animation d'un PNL de A à Z, de comprendre un peu les implications, de comment ça fonctionne, de comment est-ce qu'on peut optimiser à la fois les frais de livraison, à la fois la logistique, à la fois... Voilà. Donc c'était passionnant parce que transverse. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et avec différentes... C'était quand même une période assez compliquée pour vente privée. Donc il y a eu la période avant Covid, la période Covid. Donc la période avant Covid, j'ai eu peut-être 4 ou 5 boss différents. Ils ont tous... Voilà, ça a beaucoup, beaucoup changé. La période Covid, c'est Jacques-Antoine, donc le fondateur de vente privée, qui était en direct avec les directeurs des business units. Donc ça a été aussi très formateur. Parce que Jacques-Antoine, voilà, il a une énorme vision, et une vision très, très forte un peu de son business. Et donc du coup, ça a été aussi assez intéressant d'apprendre à ses côtés. Et puis, il y a eu l'après-Covid, où là, je suis tombée enceinte de mon 3e. Et donc, en plein congé maternité, enceinte de 9 mois, j'ai Zalando qui m'appelle, et qui, justement, était à la recherche d'un general manager pour la France. Pareil, un peu dans la même structure, j'ai envie de dire, que VP. Et puisque Zalando... Là, 2020. Donc non, là, 2021. 21. Donc 2021. Ouais. Donc 2021. Donc Zalando, qui est aussi une boîte qui a grossi extrêmement rapidement, qui est en très 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 forte croissance, et qui a finalement développé, donc une boîte qui fait aujourd'hui dans 25 pays européens, c'est plus de 50 millions de consommateurs, c'est 15 milliards de volume d'affaires, et qui s'est construit surtout depuis Berlin. Donc qui a une structure centrale, qui a développé des solutions technologiques et logistiques centralisées, et donc chaque solution est scalable. C'était un peu ça leur approche. Chaque chose que je crée doit être applicable dans tous les pays. Sauf qu'à un certain moment, vous arrivez à un plafond de verre. C'est-à-dire que avoir une seule solution pour tout le monde, ça fonctionne jusqu'à un certain point. Et donc en 2021, quand ils m'ont contacté, ils étaient en train de créer une direction par marché, une direction marché, avec 5 régions distinctes pour pouvoir adresser les consommateurs de manière locale. Et dire, bon voilà, on a des solutions, c'est super, mais maintenant peut-être que nos solutions ne sont pas adaptées à chacun des pays, ou pas dans la même façon. Voilà. Donc l'idée, c'était de dire, Laura, tu as un peu tous les ingrédients chez Zalando, fais ta propre recette. Et dose tes ingrédients comme il le faut pour que la recette soit une recette française. Donc moi, je suis arrivée à ce moment-là, donc moi j'étais ravie. Ravie, pourquoi ? Parce que Zalando, c'est aussi complètement différent de ce que j'ai connu avant. J'ai surtout connu des boîtes françaises, même si VP était quand même assez international au final, puisqu'on avait racheté les concurrents. Il n'empêche que c'est une boîte qui est née en France. Française. Voilà. Donc les boîtes françaises, on a quand même cette force qui est la collection, le produit, l'amour de la mode. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent en France. Mais du coup, on est tellement focalisé sur la mode et sur le produit qu'on oublie de développer les briques technologiques, qu'on oublie de développer les briques logistiques, ce qui fait qu'on passe notre vie, vous pouvez demander à n'importe quel retailer, ils passent leur vie à essayer de rattraper les wagons et rattraper le retard qu'ils ont dans ces domaines-là. Et donc, ils ont toujours une roadmap à l'infini qui est toujours en retard, etc. Donc là, l'intérêt pour moi de Zalando, c'est qu'ils avaient construit leur site sur des bases extrêmement saines. Donc on avait une logistique qui roule, on a une tech qui roule, et donc là finalement c'était un peu la cerise sur le gâteau qu'il fallait développer. Et la cerise sur le gâteau qui était aussi toute mon expertise. Donc pour moi, c'était vraiment l'expérience parfaite. T'arrives là, tu trouves une équipe déjà en place. Alors, en partie. Je vais te laisser répondre rapidement avant qu'on va y revenir un peu après. Juste pour qu'on reprenne quand on parlera de Zalando, qu'on sache d'où partir. Il y a quoi quand tu arrives ? Quand j'arrive, j'ai une équipe à moitié... Non, quand j'arrive, il y a une structure qui est claire. C'est-à-dire qu'on a identifié les postes qu'il fallait recruter dans l'équipe France. Et j'ai peut-être 50% des postes qui sont vacants et 50% des postes qui sont déjà occupés, soit des personnes qui étaient chez Zalando qui ont évolué, soit des personnes qui sont venues de l'externe. Ok. Les équipes, elles sont basées toutes à Paris ? Non, elles sont basées toutes à Berlin, et Paris est une exception.
Donc on n'a que quelques personnes qui sont éligibles à être basées à Paris. D'accord. Voilà. Bon, on reviendra dessus après. Merci pour la présentation de ce parcours détaillé et je pense que tout le monde a compris l'énorme valeur qu'il y avait à t'écouter parce que c'est une véritable histoire que tu nous as racontée et j'adore les histoires. Donc merci. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur, on va parler du marché. Tu as commencé à l'évoquer en filigrane de toutes tes expériences. On est en 2024. Je le disais en introduction, il y a des sujets de préoccupation qui n'existaient pas il y a quelques années. On peut ajouter à ça une concurrence, une offre qui est drivée de plus en plus par l'ultra fast fashion. Je pense à Chine, on peut rajouter Temu qui vient d'arriver aussi sur les sujets. Il y a les acteurs traditionnels de juste la fast fashion, les Zara et autres H&M. Zara qui n'a jamais fait autant de bénéfices trimestre après trimestre. Et puis des enseignes traditionnelles qui ferment les portes. On a tous en tête les Camaïeux et compagnie qui disparaissent. Donc on a un marché qui est en pleine transformation. Comment ça se passe à l'intérieur de tout ça ? Quelle est la vision qui est la tienne ? Quel regard portes-tu sur ça ? Et est-ce que tu peux nous donner des éléments de compréhension du fonctionnement de l'offre et de la demande ? Y a-t-il de la régulation au milieu de tout ça ? Alors, tu l'as déjà très bien décrit, on est en pleine transformation. Et je pense que, pour moi, c'est très difficile de voir ce marché, puisque c'est toutes les enseignes de mon adolescence qui sont aujourd'hui en train de subir ces difficultés. Pour moi, il y a vraiment cette volonté de transformation qui doit faire partie de chacun des comités de direction de chacune des marques. On est dans une phase où les clients sont en attente de choses différentes. Et on le voit bien, nos clients, comment ils s'inspirent. Avant, les clients s'inspiraient uniquement dans la rue, uniquement dans les boutiques. Aujourd'hui, ils s'inspirent énormément sur les réseaux sociaux. La notion de communauté fait énormément de différence. L'influence fait énormément de différence. Et je ne parle pas uniquement de l'influence avec les influenceurs. C'est comment, entre amis, entre équipes, la micro-influence est extrêmement présente. Et il faut comprendre mieux le consommateur. On est aussi dans une phase, et tu as des enfants qui ont passé l'adolescence, il me semble, où ils ne recherchent pas la même chose. On n'a pas la même notion du travail, la même notion de l'épanouissement personnel. On a des clients qui, aujourd'hui, ont envie de choses qui leur font du bien. Et ils vont privilégier leur vie privée, ils vont privilégier ce qui font du bien, ils vont aussi avoir des vraies attentes sur la partie sustainability, donc éco-responsabilité, même si parfois il y a encore, on est d'accord, beaucoup... Schizophrène, il y a des comportements schizophrènes. Schizophrène. On parlait de nos enfants avant l'enregistrement et je te disais que ma fille qui a 19 ans, elle est à la fois sensible au sujet des RSE, consommer clean, et en même temps, elle n'a aucun problème à aller acheter sur Shein la dernière fringue qui est compatible avec le groupe de copines qu'elle a. Voilà. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'on est justement dans cette phase de transformation. L'ancien monde vers le nouveau monde, et on est vraiment dans cette phase-là où ça va prendre du temps, il va falloir le faire de manière intelligente aussi. Il ne faut pas non plus que du jour au lendemain, on essaie de tout changer, tout révolutionner, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut prendre le temps de bien comprendre nos consommateurs, de bien comprendre les attentes de ces nouvelles générations, et d'essayer d'y adapter au fur et à mesure, tout en continuant à répondre aux attentes des générations comme la mienne, ou un peu plus vieilles, qui sont encore là, qui ont encore des grandes capacités d'achat, qui ont encore envie de se faire plaisir en achetant. Qui ont plus de capacités d'achat, mais qui ont des comportements qui ne sont pas les mêmes que les nouvelles générations. Exactement. Donc on est dans cette phase de transformation qui n'est pas simple. On a au milieu, en plus, du coup, les acteurs qui... ont du mal à trouver leur positionnement. On a soit des acteurs, comme on le disait, ces marques de notre adolescence qui sont en grande difficulté et qui essayent de se transformer, ça ne marche pas toujours. Donc la transformation, elle va passer par le digital, mais pas uniquement vendre sur son propre site. Comment est-ce capable de vendre aussi à l'étranger ? Quels sont les bons réseaux ? Bien comprendre les différents marchés. Aujourd'hui, vendre qu'en France pour une marque, c'est difficile. Voilà, on est dans une période difficile, donc il faut savoir trouver d'autres leviers de croissance. Et ça demande aussi une remise en question permanente et avoir envie de tester des choses un peu risquées. Donc on a ces nouvelles enseignes. On a aussi en effet les enseignes de fast fashion qui viennent en concurrence directe. À nous aussi de savoir nous positionner. Donc nous, par exemple, chez Zalando, on a pris le parti de... On n'ira pas se battre avec un Shein et un Temu sur le prix. On n'ira pas se battre avec eux sur ce renouvellement de collection sans cesse. On leur laisse, parce qu'on ne pense pas que c'est l'avenir. Ça marche sur le court terme,
qu'ils le fassent. Ils répondent aussi à une demande de personnes qui parfois n'ont pas les moyens de se payer des vêtements peut-être un peu plus chers. Oui, c'est ça, parce qu'on peut rajouter l'enseigne Primark qui fonctionne très bien aussi et qui est plus physique, mais qui répond aux mêmes besoins. Le hard discount, en règle générale, fonctionne. Exactement. Aujourd'hui, on peut penser à Action, on peut penser à Lidl. Et honnêtement, je pense qu'il y a un marché, et je dis pas qu'il faut tout arrêter. Nous, on va juste essayer de pas se comparer. On va juste essayer de faire ce que nous, on trouve juste. Et alors, je parle de Zalando, mais je parle de moi personnellement, ce que je trouve juste aussi sur le marché. Et c'est le long terme. On en parlait un peu de cette notion de temps long. C'est-à-dire qu'il y a le temps court. Oui, le temps court ferait que, on serait dans la guerre des prix, on ferait tout le temps des remises, on irait chercher des produits les moins chers, remisés, etc. Est-ce que c'est le temps long ? Est-ce que ça permettra d'avoir une vision sur le long terme et d'être là dans 10 ans ? Je ne pense pas. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut construire les bonnes bases pour demain ? Et on en parlera dans l'engagement client. Pour moi, c'est vraiment la base de tout. C'est répondre à cette demande-là et à l'innovation. Donc, ça passe par vraiment regarder le marché et se dire, OK, quelle est mon offre de demain ? Quelle est ma vision cible ? Et nous, en tant qu'un des leaders du marché de la mode en Europe, on se doit de donner l'exemple. On se doit de mettre en avant des marques qui ont les bonnes pratiques. On se doit d'appliquer les règles et les lois et la régulation comme il se doit pour pouvoir influencer tout un marché. Et on se doit aussi de ne pas rentrer dans la guerre des prix, parce que si un Zalando rentre dans cette guerre des prix, tout le monde va s'aligner et on va tirer le marché vers le bas. Comment se positionnent les marques ? Parce que là, on a évoqué des noms qui sont à la fois des marques et des distributeurs. Oui. Ils ont leur propre réseau. Il existe beaucoup d'autres marques qui sont distribuées, qui ont quelquefois leur flagship et qui vendent en direct, mais qui majoritairement sont distribués par des gens comme Zalando ou par des magasins indépendants qui aujourd'hui comptent quand même pour une part importante du marché. Ces marques-là, comment tu perçois leur positionnement, les enjeux auxquels elles sont confrontées ? Je ne veux pas en citer une plus qu'une autre, tu vois, pour pas les discriminer en quelque sorte, mais quand tu vas acheter une marque, c'est pas la même chose que quand tu rentres dans un Zara, parce que tu rentres dans autre chose. Comment ça se passe ? Comment tu perçois je vais quand même te justifier ma question en prenant l'exemple de Nike. Nike est une marque qui a complètement révolutionné son mode de distribution. Elle est disponible chez plein de revendeurs. Il y a quelques magasins Nike et ils vendent grandement en ligne, en direct. Est-ce que c'est ça l'avenir ? Est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est pas ça ? Comment vous le percevez ? Pour moi, l'avenir, c'est d'abord d'avoir une identité de marque. C'est d'abord d'avoir une direction. Et Nike, elle n'est pas substituable, quoi. T'as envie de basket Nike, t'as envie de basket Nike. Et je pense qu'il y a par exemple un autre exemple qui est très bon, c'est Cézanne, qui a aussi réussi à créer cet univers de marque, cet ADN, cet engagement par à la fois l'offre, la communication et les valeurs. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 piliers majeurs dans une marque. On ne peut pas passer à côté. Voilà, c'est très 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 important. Et donc, comment après ça s'exprime ? Ça peut s'exprimer de manière différente. Donc bien sûr, il y a des marques qui vont plus développer le retail que le digital. Il y a des marques qui vont être plus présentes à l'international, mais on va jouer toujours avec les mêmes leviers. Et les mêmes leviers, c'est être capable de distribuer loin. Donc la France est plus loin. Donc l'international est un pilier majeur du développement. Pour moi, il y a le pilier technologique. C'est être capable d'avoir les bons outils pour expédier au plus vite aux clients ou pour pouvoir expédier de différentes manières. On peut être connecté en marketplace, on peut travailler avec des agents, on peut être en direct, on peut être en wholesale. Donc il y a vraiment plein de façons, mais donc du coup, si vous avez une bonne base technologique, vous avez une liberté dans vos choix stratégiques. Moi, ce que je remarque souvent dans les marques aujourd'hui, comme elles n'ont pas développé ce pilier technologique, elles sont contraintes dans leur développement et dans leur choix. Donc c'est leur contrainte qui dicte leur stratégie. Or, ça devrait être l'inverse. Oui, typiquement, je pense à une marque qui est entre autres beaucoup vendue chez Zalando, c'est Naf Naf. Qui vendait quasi exclusivement wholesale, si je ne dis pas de bêtises, et qui est aujourd'hui en train de disparaître, pour ne pas dire déjà disparu. Et ça, c'est un manque dans la transformation de sa plateforme, parce que encore focus sur les collections. Je pense que ce type de marque, elles se sont toujours dit, si on a des bonnes collections, on trouvera les clients. Ouais. Or, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Voilà. En tout cas, dans une période aussi difficile, où on a autant de concurrence, etc., où les gros prennent de plus en plus de place, il faut savoir s'adapter. Ok. Le consommateur, lui, on a commencé à en parler.
Quelle est la part réelle de ce qu'il veut consommer qui soit qui soit local? Toi, Chine, c'est complètement chinois. La produit est là-bas. Tu parlais de Cézanne, on peut ajouter le slip français, qui construisent leur marque et leur identité de marque sur une revendication beaucoup plus locale. C'est réellement drivé par les attentes des consommateurs. Il y a ceux qui ont besoin de s'habiller pour pas cher pour des raisons économiques. Il y a les autres. Est-ce que ça, c'est vraiment un driver fort? Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est quoi? Comment? Alors, pour moi, il faut vraiment distinguer les acteurs qui vont travailler sur la production locale, comme un slip français, où là, c'est du Made in France, etc. Où là, c'est vraiment une proposition de valeur encore différente qui va toucher malheureusement encore aujourd'hui qu'une petite partie, ça reste encore niche, parce qu'on le disait, on est encore un peu schizophrène, on est encore dans cette période de transformation, ça va prendre encore un peu de temps, mais il faut savoir les soutenir quand même. D'ailleurs, le slip français vend sur Zalando. Et on a une autre partie, ce sont les marques qui ont un ADN français. Mais sauf que le client, on avait fait une étude assez rigolote, on lui avait demandé quelles sont les marques qui, pour vous, sont françaises ou pas, et pour eux, par exemple, un Bershka pouvait être français. En fait... Mais il n'y en a pas un seul qui sait que c'est Zara. Non, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que finalement, le client, dans la majorité des cas, s'en fiche un peu que la marque soit née en France. Ils veulent juste que l'ADN du produit ressemble à ce qu'ils veulent porter. Donc, si la marque est capable de s'adapter au style français, cela fonctionne. Et donc, par exemple, un Cézanne, c'est le style parisien par excellence, qui n'est pas produit en France. Peut-être qu'ils ont une partie produite en France, je ne veux pas dire de bêtises. Mais quand je dis local, moi, dans l'image. Non, quand je dis local, j'entends Europe. Parce que... Oh, mais même, je suis pas sûre que tout soit produit. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas que ça soit un... Faudrait que je regarde mon pantalon qui est octobre. Voilà. Faudrait regarder, mais je pense que ce que recherche le client aujourd'hui, c'est simplement un produit qui répond au style et à ce que son groupe d'influence lui a montré. Donc voilà, donc c'est les marques qui vont être capables de s'adapter localement et aux besoins de chacun des consommateurs qui va faire la différence. Et moi, je le vois encore plus, et je pense que c'est une des choses que j'ai le plus appris chez Zalando, justement, c'est mon client français. C'est-à-dire qu'avant, comme je travaillais en France, tout me paraissait évident. Maintenant, quand je compare le client français à l'allemand, à l'italien, au belge, à l'autrichien, mais je vois la différence. Les Français aiment la mode, les Français aiment le détail, le Français aime l'inspiration. Et il n'est pas dans la transaction, il est vraiment dans le plaisir d'acheter, le plaisir de la mode. Moi, je suis tellement convaincu par ce que tu dis, tellement convaincu. Zalando est allemand, Zalando a une technologie, mais l'allemand n'a pas le style. On est d'accord sur la mode et l'Allemagne, c'est quand même deux histoires qui... Et c'est pour ça que je suis là, pour essayer justement d'apporter cette touche. Et donc, tout prend... On en parlera peut-être après dans la brique un peu plus Zalando, mais... Bonne transition pour y passer. Voilà, mais donc c'est vrai que là, l'idée, c'est justement de ce site allemand. D'ailleurs, personne ne sait que c'est allemand. Hein. Peu de gens. Voilà, mais de ce site qui, en tout cas... Jusqu'à il y a quelques temps, pouvait être perçu un peu plus comme une plateforme, bien sûr, de mode, de lifestyle, etc., un peu transactionnelle. On est dans cette évolution vers une plateforme de mode. Notre objectif, c'est vraiment d'être le site de référence de la mode et du lifestyle, donc y compris la beauté, en inspirant nos clients. Et donc, on a remis l'inspiration au cœur. Et ça, c'est très important. Donc, ça va passer déjà par des campagnes marketing beaucoup plus ciblées, beaucoup plus cohérentes avec les attentes du client français. C'est-à-dire qu'en fait, l'inspiration, elle va venir des contenus que tu vas proposer à tes consommateurs, consommatrices, je ne sais pas quelle est la part d'ailleurs entre les plus consommatrices, mais j'ai aussi des consommateurs. Et raconter des histoires comme ça, alors, je te laisse répondre après, est-ce que c'est aussi une transformation du look and feel de la plateforme? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment... la première brique, je dirais, c'est l'offre. Parce qu'on est en France quand même. Donc l'offre, on ne peut pas la négliger. Donc comment est-ce qu'on travaille l'offre pour être plus perçu français? Dans l'offre, on a déjà une très 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 belle offre. On a déjà plus de 5000 partenaires. Donc en France, en moyenne, c'est 2000 partenaires live qui sont connectés à l'instant T. Et dans ces partenaires, on a les gros acteurs du marché, les Nike, les Adidas, les Tommy, les Calvin, etc. On a des acteurs français de renommée, on a les petits bateaux, on a l'American Vintage, les Vanessa Bruno, on a le style français avec lequel on travaille. Donc on a déjà une jolie part d'offres françaises. On peut aller encore plus loin pour aller chercher encore plus de marques, mais on a aussi d'autres marques
qui font la différence, qui sont toutes les marques européennes qui viennent des Nordiques, qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne, qui viennent de partout en Europe. Les Nordiques dans ta bouche, est-ce que c'est c'est la même définition que la mienne, c'est-à-dire plutôt les pays scandinaves? Pays scandinaves, oui, pardon, excuse-moi. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a cette force différenciante par rapport à d'autres acteurs du marché en France, d'avoir une offre extrêmement européenne qui peut faire la différence. Mais comment dire, le sourcing, je cherche le mot en français, enfin, la façon avec laquelle vous présentez votre offre, elle est différente en France que dans les autres pays, je l'ai bien compris. C'est bien vous qui décidez que seulement ce type de Birkenstock sera présent sur notre site en France et pas les autres, parce que ça ne répond pas à un modèle ou à une attente française. C'est bien vous qui faites la sélection? Alors, c'est nous et la data. C'est-à-dire que c'est aussi la force de Zalando, c'est qu'on a, on a des algorithmes, on utilise beaucoup l'IA depuis toujours, pour faire en sorte de poncer les bons produits aux bons clients. Donc, par nature, dans notre algorithme de personnalisation de notre site internet, on a une approche sur la popularité du produit, une approche sur tes historiques d'achat et de navigation. Donc, si toi, tu as cliqué sur ce produit ou sur une marque qui ressemble, etc., eh bien, on va organiser ton site pour te présenter les produits qui font le plus de sens. Et dans la brique popularité, eh bien, forcément, si tu es en France et que le Birkenstock est super populaire en France, eh bien, du coup, ça va augmenter la note et donc, du coup, ça va apparaître de manière plus relevante. Le seul produit allemand de mode qui doit cartonner en France. Oui, pas le seul, mais parmi les meilleurs. On va dire. Et donc, tu as la brique technologique là-dedans, mais tu as aussi, bien sûr, nous, l'humain, par exemple, sur le site internet, on sélectionne aussi les thématiques que l'on va mettre en avant. Là, par exemple, si on veut parler de la couleur rouge ou si on veut parler des manteaux de saison, derrière, peut-être que tous les pays européens vont parler des manteaux de saison, mais la sélection derrière, ce qu'on va proposer sur notre site internet, c'est une sélection faite par les équipes France. Okay. Ou influencée par les équipes France. Parfois, il y a des thèmes globaux et on va dire non, par contre, attends, tu m'enlèves ça parce que voilà. Ouais. Donc, on peut aussi jouer de ça. Donc, il y a la partie offre, il y a la partie on-site, évidemment, on vient d'en parler, et il y a aussi la partie marketing, c'est-à-dire que comment, nous on a quand même des budgets marketing qui sont conséquents, donc on voit souvent Zalando à la télé, on le voit souvent Zalando dans la rue. Jusqu'à il y a quelques temps, on avait plutôt des campagnes qui étaient globales. Aujourd'hui, on a la possibilité de les localiser. Donc par exemple, ce qu'on a fait récemment, on a fait des co-branding collections avec Lacoste, on a fait avec Paco Rabanne, on a refait une édition avec Lacoste et tu as pu nous voir, si tu prends le métro ou si tu te balades dans la rue, des campagnes d'affichage Zalando Lacoste partout avec une production faite en France pour la France. Et justement, ça marche beaucoup mieux ça, parce que les campagnes globales, je les ai vues jusqu'à il y a quoi, un an, quelque chose comme ça. On en a encore quelques-unes. Mais alors, elles me parlent pas du tout. Mais pas du tout. Je dis, mais c'est pas moi, je me reconnais pas du tout. Et ça se sent que c'est global. Enfin, voilà, c'est le retour d'expérience que je peux faire. Mais c'est un très bon point. Je me dis, à côté de la plaque, pour moi. Alors, je suis peut-être pas la cible, je suis bien conscient que chaque campagne s'adresse à une cible et que j'étais peut-être pas la cible de cette campagne-là. Mais je comprends ce que tu dis et je me sens beaucoup plus concerné quand on sent que c'est localisé, pour reprendre le terme que j'utilisais tout à l'heure. Ça parle plus aux consommateurs que vous visez dans le pays. Voilà. Donc, je pense on travaille surtout tout le temps et on est toujours et je pense que c'est la force de Zalando, c'est de savoir se remettre en question. Et donc, d'un point de vue, d'un côté, les campagnes globales sont aussi en train d'être retravaillées pour être encore plus pertinentes et on peut ajouter on top, j'ai envie de dire, des campagnes locales qui vont plus parler, qui vont plus donner envie et qui vont créer du lien avec le consommateur français. Et très clairement, là, nous, on l'a vu quand on a fait des campagnes avec Lacoste, avec Paco Rabanne, tout ce qu'on appelle, nous, les brand KPI, donc tous les données sur notre marque, en termes de notoriété, de nous, ce qu'on appelle brand love, sont en forte progression à chaque fois qu'on fait ce type de campagne, parce que c'est des campagnes qui ont quand même un ADN sur l'offre, très français, mais qui sont inspirationnels. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que nous, une campagne globale qui est que basée sur des valeurs, nous, Français, ça nous parle un peu moins. On a besoin de parler du produit. Ouais, le produit, il faut le mettre au centre. Le produit, il doit être au centre et il doit être l'excuse de la campagne. Il doit être la raison de la campagne. Voilà. Et ça, c'est important. Et ça, c'est une notion que tous les pays n'ont pas forcément parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Un Allemand est plus transactionnel, un Polonais est plus discount. Voilà. On est tous un peu différents. Je fais un peu des caricatures, mais voilà. C'est important de comprendre le client pour pouvoir lui adresser... On va revenir sur le focus client. J'aimerais que tu m'évoques les sujets de technologie. On a compris que Zalando, on le savait, est une entreprise allemande avec un siège basé à Berlin. Tu as parlé
de centralisation. Donc, j'imagine que l'ensemble des développements technologiques sont portés par Berlin et puis redistribués dans les différentes filiales pour une utilisation avec des adaptations probablement locales. Mais comment la technologie, puisque c'est vraiment une boîte tech, est au centre de son fonctionnement, là, pas de front, pas de la communication, on vient d'en parler, mais à l'intérieur, comment ça marche, comment c'est centralisé versus décentralisé. Tu disais que Paris était potentiellement une exception pour la présence des équipes. Raconte-nous un peu comment c'est organisé, comment la techno, est-ce qu'il y a de l'IA, on parle de l'IA partout, j'aimerais bien qu'il y ait aussi des exemples de l'IA qui ne soient pas que appliqués au front pour dire que ton chatbot, il est exceptionnellement bavard et qu'il sait bien répondre à tes questions. L'IA, c'est aussi dans des sujets de supply pour pouvoir anticiper les achats. Bref, comment ça fonctionne, la tambouille interne ? Alors, déjà, la tambouille interne fonctionne bien. Pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose que Zalando a très, très, très bien construit. Donc, tout notre site est extrêmement mappé. Donc, on a plein de briques technologiques. On a quand même je pense qu'on est la seule entreprise européenne à avoir une équipe, par exemple, dédiée à size and fit. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est taille et coupe. Parce qu'on va toujours chercher à se perfectionner, à aller dans le détail, à apprendre de nos clients, à apprendre comment mieux le conseiller, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que absolument tous les secteurs et toutes les briques, en fait, de l'expérience client sont découpées en briques technologiques. Et en effet, comme tu le disais, ce sont des choses qui sont d'abord construites globalement et qui sont après digérées. Mais ça peut être aussi des projets qui viennent du local. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut exprimer un besoin localement, en expliquant ce dont on a besoin et pourquoi on pense que ça peut apporter de la valeur à nos clients. Puis on fait un business case et dans ce cas-là, on peut le développer, on va le tester dans 1 ou 2 pays, puis le scaler aux autres si cela fait sens. Donc l'approche, elle est globale et locale. Ça peut venir du global, ça peut venir du local. Ce qui compte, c'est que tout le monde puisse évoluer. Je pense que ce qui fait la vraie différence chez Zalando, c'est que ça soit pour des projets tech ou non tech, on a un esprit tech. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient avec un sujet, même un sujet marketing ou un sujet d'offre, on doit écrire le problem statement. On doit écrire quel est le problème qu'on veut résoudre et en quoi ça va apporter de la valeur au client. Et en fait, faire ce travail-là, c'est pas si évident. Moi, dans les autres boîtes où je les ai fait, on vient plutôt avec notre tête, je suis sûre que si je développe ça va être super. Prouve-le. Prouve-le et pourquoi tu penses ça ? Est-ce que tu peux vraiment me dire pourquoi tu penses ça et d'où ça vient ? Est-ce que tu as des datas sur lesquelles t'appuyer qui prouvent que ton client aurait besoin de cet élément pour mieux acheter et pour mieux convertir ? Et du coup, cette démarche de toujours challenge et remise en question et de recentrer client permet finalement de se focus sur les projets qui font vraiment du sens. Et de ne pas s'éparpiller avec des micro-projets un petit peu satellites et de se dire, OK, si je dois choisir 1, 2 ou 3 projets par an, parce qu'on ne peut pas tout faire, quels sont ceux qui vont apporter le plus de valeur aux clients ? Et ça passe par cette démarche on pose le problème, on pose la valeur client, et après on le présente et on fait notre business case. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et moi, c'est là où j'ai finalement le plus appris jusqu'à présent chez Zalando, cette capacité vraiment à challenger chaque projet en posant le problème de manière distincte, claire. Et quand je dis poser le problème, chez Zalando, on parle de paper. Donc on écrit finalement des pages de Word qui expliquent le projet, qui expliquent le problème, qui expliquent un petit peu les dimensions. On fait aussi ce qu'on appelle parfois des FAQ, donc des foires à questions, où on doit dire, OK, on se met dans les chaussures du consommateur qui nous pose des questions et on y répond. Et on essaye de tout le temps mettre le client au cœur. Et ça fait vraiment la différence. Ensuite, pour revenir à ta question sur l'IA, l'IA, pour nous, on appelle ça de l'IA maintenant partout, mais finalement, c'est une gestion de données automatisée et de manière massive. Et ça, on l'a toujours fait. Comme tu le disais, sur le site, c'est-à-dire pour être sûr de proposer aux clients les produits les plus adaptés. À la supply, évidemment, nous, on a un réseau logistique qui est extrêmement développé en Europe. Et bien, du coup, on doit être capable d'allouer le stock au bon entrepôt. Puisqu'une marque comme Nike, elle ne vend pas qu'en France, elle ne vend pas qu'en Allemagne ou en Suisse, elle vend dans les 25 pays, mais elle ne vend pas de la même façon, elle ne vend pas les mêmes produits ou les mêmes quantités. Donc il faut bien sûr qu'il y ait un algorithme qui puisse décider où affecter les produits dans quel entrepôt. Ou faire des trade-offs et dire, là je vais plutôt mettre ce produit-là, par exemple une marque française, je vais la mettre plutôt à Paris et en Italie parce que j'ai de la demande, ou aussi parce que finalement j'ai mes concurrents qui vendent la même marque, qui vont livrer en 2 jours, donc il faut que je sois capable moi aussi de les livrer en 2 jours pour être compétitif. Donc voilà, on va utiliser toutes ces données de manière automatisée pour allouer. On va utiliser la data pour la supply également, ou pour créer des nouvelles collections. On a aujourd'hui chez Zalando 6 marques propres,
et qui nous permettent, en fait, finalement, d'adresser des marchés. Et donc, chaque marque propre a son positionnement, a sa cible, et qui va dans un premier lieu, s'inspirer de la data. On va prendre tous les produits qui se vendent le mieux, qui vont nous permettre de créer un plan de collection adapté. Puis après, on ajoute bien sûr la brique créative qui donne un ADN à ces marques-là. Comment c'est intéressant ça? Comment elle se fait fabriquer ça? Parce que finalement, est-ce que la mode, elle peut être centralisée ou est-ce que toi, française, représentante de la France, tu peux dire mais ça, les cocos, vous êtes gentils, ça passera pas chez nous. Oui, mais le Polonais dit chez moi, ça passe très bien. Comment on fait pour rendre tout le monde d'accord sur une ligne de produits, une collection? Est-ce que c'est le cas ou alors est-ce qu'il y a des adaptations locales? Alors, sur les marques propres, on part plutôt du principe qu'on crée des marques. Et une marque, elle ne se crée pas en fonction d'un pays, elle se crée en fonction d'un ADN de marque, de valeurs, de contre-valeurs, etc. Donc, on a une ligne conductrice. En revanche, certaines marques sont plus pertinentes pour la France que pour d'autres pays. Dans ce cas-là, moi, je vais décider de davantage les mettre en avant, ou je vais pouvoir travailler des outils marketing. Donc, l'année dernière, par exemple, on a travaillé avec l'IFM, les étudiants de l'IFM, sur nos marques propres, et on leur a donné des cas en disant comment est-ce qu'on peut plus les mettre en avant? Qu'est-ce qu'on doit absolument faire pour qu'elles deviennent attractives? De la mode. Voilà, pardon. Que doit-on faire pour les rendre plus attractives? Donc, est-ce que c'est sans toucher aux produits en tant que tels? Donc, c'est de la façon dont on va les shooter. Et donc, par exemple, les étudiants sont tous venus avec des idées pour nos studios, en disant attention, vos marques propres, pour qu'elles deviennent attractives, il faut les mixer avec ce type de marque. Donc tous ces retours-là, tu les fais remonter à Berlin pour qu'ils puissent adapter, retravailler, et tous les pays font la même chose. Exactement. On choisit chacun un peu en fonction de nos objectifs et de notre stratégie, les projets qui nous tiennent le plus à cœur. Donc nous, par exemple, après ce travail avec l'IFM sur les studios, on a travaillé avec le studio à Berlin pour faire des shootings spécifiques de deux de nos marques propres à Paris, avec des mannequins français, un styliste français, avec des associations de produits qui résonnent plus pour les Français, pour mieux vendre. Donc voilà, on va essayer de toujours localiser, même quand le produit est global. Bon, écoutez, merci pour ça. Dernière question avant qu'on passe sur la dernière partie, qu'on fasse un focus sur le consommateur. On l'a déjà évoqué au travers des différents échanges. Tu as évoqué la logistique. Zalando en France, c'est différents centres logistiques pour servir les clients. C'est comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un central qui sert aussi les différents pays? Comment c'est organisé? Alors, parce que c'est important. On a un site à côté de Paris, voilà, et on a un second site qui est en construction et qui verra le jour fin 2025, donc à Montreux-sur-le-Jar, dont on est extrêmement fiers parce que ça va être assez grandiose d'un point de vue déjà en termes de taille, mais également en termes de technologie à l'intérieur du site. Il va être complètement automatisé et puis voilà, il est absolument parfait selon moi pour servir nos clients français, mais également pour les pays limitrophes. Donc il pourra peut-être servir sur l'Europe du Sud ou sur la Belgique, etc. Ça, c'est encore en cours de définition. Et puis il a l'avantage d'être positionné juste en face du plus gros centre de Colissimo, et ce qui nous permettra de gagner encore plus en délai de livraison et d'avoir une collaboration encore plus proche avec Colissimo. Donc ça, ce sont des deux centres parisiens, j'ai envie de dire, enfin, en région parisienne, pour desservir la France, mais on s'appuie également sur le réseau logistique qui est principalement en Allemagne. Voilà. Et donc, du coup, on a aussi des centres aux Pays-Bas, on a aussi des centres en Pologne, on en a à peu près partout. Mais nous, la France, on est surtout desservis par l'Allemagne et les centres français. Ok, voilà. Donc il y en a un aujourd'hui, deux demain. Voilà. Ok, merci pour cet élément de réponse. Revenons et concluons avec le consommateur. En introduction, je le disais, il est au centre des préoccupations de tout le monde. Tu l'as bien évoqué dans les propos que tu nous as tenus. Allons un tout petit peu plus loin. Comment ça fonctionne, le CRM? Comment, on l'a évoqué, mais je voudrais qu'on revienne plus en détail. On raconte les histoires, comment on prend la parole sur les réseaux sociaux, comment on fait de la rétention, de la fidélisation, l'acquisition, tu as évoqué, les campagnes globales ou pas globales, la télé, Bon, bref, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que comment c'est organisé tout ça? Alors, on a, comme tu l'évoquais, tous ces secteurs sont complètement balayés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Zalando a réussi aussi à gagner ses parts de marché et à générer autant de volume d'affaires parce qu'ils ont su aussi investir assez tôt en marketing. Et ça, je pense que c'est aussi assez innovant dans l'approche. Encore une fois, moi, venant de sites plutôt français, on construit d'abord l'offre, on fait un beau site et puis après on investit. Quand eux, ils ont tout fait en même temps. Et donc du coup, ils ont investi massivement, ce que nous on appelle en performance marketing, pour acquérir une base de clients suffisamment solide et large pour pouvoir après grossir. Donc là, on est dans cette phase on a
une base membre de plus de 50 millions de consommateurs en Europe et aussi importante en France, comment est-ce que je fais pour l'engager davantage, encore davantage, les faire revenir plus souvent, les faire acheter des produits plus qualitatifs, avec des paniers moyens plus élevés, pour qu'on continue à grossir tous ensemble. Voilà. Donc là, on est vraiment dans cette phase de développement. Et donc, une fois qu'on a réussi à acquérir ces nouveaux clients, donc qu'on va acquérir grâce soit au performance marketing, soit finalement à du brand marketing, donc toutes ces campagnes dont on parlait, soit aussi à la brique CRM, c'est-à-dire à la partie newsletter, etc. Et donc ça, on le travaille tous ensemble. On a une stratégie globale qui est en pleine refonte également, puisque à nouveau, on avait une démarche, notamment sur la partie newsletter par exemple, on avait une démarche très transactionnelle. Donc, bien sûr, vous avez la partie des emails qui confirment vos commandes, qui vous relancent quand vous avez un produit au panier, qui vous relancent quand vous avez un produit qui passe en promotion. Ça, c'est le classique qui fonctionne extrêmement bien. Enfin, classique pour Zalando, j'ai envie de dire, ça l'est pas pour tout le monde, mais pour nous, voilà, ça fonctionne bien, c'est automatique, c'est facile. Et puis, vous avez une partie qui est plus pour relayer vos événements commerciaux, pour vous inspirer, pour vous proposer des nouvelles marques, etc. Et cette partie-là, elle aussi, elle était extrêmement transactionnelle, puisque plutôt allemande d'approche. Et donc, on est dans cette phase de restructuration, de redéfinition, pas seulement sur le contenu, mais également sur la forme. Parce que, en Allemagne, on aime bien que quand tout est carré. En France, on aime bien quand c'est un peu le désordre. J'exagère, mais on aime... Moi, je dirais pas ça. En France, on aime bien quand ça raconte des histoires. Oui. Et les histoires, elles naissent aussi de la créativité. Et voilà. L'allemand, c'est plus data, c'est plus factuel. Nous, on aime les émotions. Exactement. Mais ça change beaucoup. Ouais. Et, en tout cas, visuellement, ça change beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, donc c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on est en train de travailler, c'est un projet pour l'année prochaine. Aujourd'hui, vous allez sur notre site et sur ce qu'on appelle la homepage, donc la page principale, c'est surtout un enchaînement de bannières qui racontent de jolies histoires, mais c'est très structuré. Demain, comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette page d'introduction en y apportant plus de rupture, en changeant peut-être un peu les couleurs, voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on est en train de travailler, mais qui prennent du temps. Parce que, en effet, il faut quand même avoir en tête que Zalando, c'est une solution qui fonctionne. Et donc, du coup, la localisation, évidemment, pour aller plus loin, etc., mais il faut la faire de manière intelligente. Et ça, je pense... Vous faites de l'A/B testing pour faire ça ? Bien sûr, bien sûr. On fait de l'A/B testing, et puis on prend le temps. Pour le coup, sur ce genre de projet, on prend le temps. Il n'y a pas d'urgence absolue. On préfère faire moins, mais mieux. On n'est pas dans cette recherche frénétique du développement. Là où, par contre, on va mettre les bouchées doubles, c'est plutôt sur l'innovation technologique. Et on parlait un peu de l'IA, de ChatGPT avant de commencer ce podcast. Par exemple, ça, pour le coup, on a envie de prendre de l'avance. Là, on va très vite, on teste des choses très vite, parce qu'on veut apprendre en marchant et on veut surtout ne pas rater le train qui est en cours. Donc, par exemple, avec ChatGPT, on a été le premier site internet à s'associer à eux pour créer un chat directement sur notre plateforme, qui est aujourd'hui live, donc nous, dans la région d'Aar, donc c'est tout ce qui est Allemagne, Suisse et Autriche, et également au UK, où vous avez un petit chatbot qui s'ouvre, et tu peux demander ce que tu veux. Et l'intérêt, c'est qu'avant, toi, en tant que consommateur, quand tu vas sur Zalando ou quand tu vas sur n'importe quel autre site, c'est à toi de t'adapter aux contraintes. C'est-à-dire, c'est à toi de sélectionner la catégorie, d'aller dans les filtres, de comprendre comment la machine fonctionne pour avoir la bonne sélection de produits. Là, l'intérêt, c'est que ce chat va s'adapter complètement à toi, tes besoins, ta façon de t'exprimer pour te proposer une sélection de produits. Donc, tu peux rentrer, j'ai la remise de diplôme de ma fille le mois prochain, c'est en soirée, est-ce que tu peux me proposer une tenue ? Et là, une conversation va s'enclencher avec ce chatbox en disant ok, donc si c'est plutôt le soir, est-ce que c'est plutôt formel, plutôt informel, est-ce que tu préfères un costume ou une tenue plus décontractée, ou est-ce que c'est exactement pour savoir si c'est ensoleillé, pas ensoleillé. Donc de manière ludique, le chat va s'adapter à ta façon de parler, etc., et à tes mots-clés pour te faire une sélection de produits. Donc ça, c'est ce genre d'innovation qu'on a lancé et qui est en cours d'apprentissage, d'amélioration, etc. On a d'autres choses qui est, par exemple, toute l'IA générative autour du body screening, c'est-à-dire qu'on envoie une photo derrière de notre corps, ça crée un avatar en ligne et vous allez pouvoir projeter les vêtements sur votre avatar pour pouvoir voir pouvoir confronter le produit à votre morphologie. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses où on est vraiment en avance, on le développe parce qu'on veut que les clients s'améliorent et puis après il y a d'autres choses qui prennent plus de temps, qu'on teste pour améliorer l'expérience. Comment vous racontez les histoires sur les réseaux sociaux ?
Comment vous prenez la parole ? Alors, on la prend avec cœur. Pour nous, ce qui est très important, c'est d'incarner nos valeurs. Et la diversité et l'inclusion est une des valeurs les plus importantes chez Zalando. C'est vrai que c'est un des acteurs les plus engagés à ce niveau-là. Donc, si tu vas sur Instagram, par exemple, et que tu regardes Zalando, tu vas avoir une diversité de mannequins, diversité de produits, diversité d'ethnies, etc. C'est très important pour nous. Et on garde cette ligne conductrice de manière très forte. Elle est 100% interne. Elle n'est pas dictée aussi par du retail média, etc. C'est vraiment Zalando qui vient et qui propose sa propre ligne. Et pour nous, ça, c'est très important. Et donc, du coup, ça permet un peu de montrer l'exemple. Et on a eu l'exemple quand on avait travaillé la collection avec Paco Rabanne. Donc, on avait fait une collection exclusive pour Zalando. On en avait fait une très jolie campagne avec un événement de lancement, etc. Et dans cette campagne marketing, on avait décidé d'incarner les valeurs de Zalando et d'aller chercher des mannequins un peu divers. Donc, on avait différents mannequins, différentes ethnies, différents types, etc. Et Paco Rabanne était super content. Parce que l'équipe nous disait, nous, on adorait faire ça, mais c'est encore difficile pour une marque de luxe comme la nôtre. On adore, c'est génial, mais on y va tout doucement. Avec vous, on peut aller beaucoup plus vite. Et donc, du coup, on a pris aussi ça en considération en disant, voilà, si nous, on ne le fait pas, si nous, on ne montre pas l'exemple, les gens ne suivront pas. Et donc, on est toujours dans cette démarche et c'est vraiment le cœur aussi de notre prise de parole sur les réseaux sociaux. Faire en sorte de faire découvrir des nouvelles marques engagées, mais également incarner des valeurs pour construire la mode de demain. L'engagement, la réaction, en fait, la gestion de la prise de parole sur les réseaux sociaux, elle est localisée en France, elle est à la main de chacun des pays, en l'occurrence de la France. Si on parle de la France, comment c'est organisé ? Non, on a simplement un compte Instagram qui est global, mais qui va être alimenté par des informations locales. C'est-à-dire que c'est géré globalement, mais tous les pays vont pouvoir dire ça, il faudrait que tu communiques sur ça à ce moment-là. Voilà les actualités qui sont intéressantes, mais c'est global. En revanche, il y a eu un temps où il y a eu des tests, et puis finalement, on a vu que l'engagement était plus fort avec un site global qui relayait plein d'actualités, parce que finalement, même un client français adore savoir que la marque de Copenhague vient de lancer sa nouvelle collection, ou que Lacoste a développé une collection pour Zalando. Donc voilà, donc on a créé plutôt un contenu plutôt riche, qui participe finalement à la diversité, qui fait partie des valeurs de notre prise de parole. Écoute Laura, merci 1000 fois pour cette conversation. On est quasiment à 1h20. Ah oui, je suis bavarde. On m'a toujours dit que je parlais trop. Non, pas trop. Merci beaucoup en fait pour la qualité de l'échange. Je vais remercier tous les auditeurs pour leur fidélité, comme j'ai commencé à le faire en introduction. Mais c'est un message sincère puisque j'en reçois beaucoup des messages d'encouragement pour poursuivre cette démarche, de donner la parole finalement aux décideurs inspirants de notre écosystème retail et e-commerce. Merci à Comexposium pour le soutien apporté aux Digital Doers. Laura, encore une fois, merci 1000 fois. J'ai été ravi de cette conversation. Merci à toi. Je te souhaite une bonne année 2024 et plein de bonnes choses pour la suite. Merci. À bientôt. À bientôt.